Bonjour Mathieu Poirot, psychologue des organisations. Je voudrais parler des enjeux existentiels qui traversent les entreprises et souvent c'est un enjeu qui est assez inconscient, très peu pensé, y compris dans la littérature de recherche. Et pourtant c'est assez fondamental. Alors, il y a eu quelques timides démarrages de consultants ou de recherche sur ces questions-là, mais ça n'a pas été très poursuivi, c'était surtout dans les années 70-90. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, premièrement, l'individu a besoin de calmer ses angoisses existentielles toute sa vie. On le sait, on a tous une peur assez forte d'enjeux tels que la mort, la liberté fondamentale, le non-sens, la responsabilité qu'on a sur sa vie. C'est des enjeux existentiels qui nous traversent toute notre vie et qui ont un besoin d'être contenus. Une des manières de contenir ces angoisses, c'est de transformer finalement la question pourquoi je vis en pour qui. C'est-à-dire se sentir inséré dans des systèmes sociaux, des systèmes relationnels qui contiennent cette angoisse parce que en retour, ils nous renvoient un sentiment d'exister. Ils nous fournissent une identité, des buts, une communauté. Finalement, ils nous permettent de nous sentir utiles et désirables socialement. Une des institutions les plus importantes pour ça aujourd'hui, c'est l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est quand même un monde qui est finalement encore un peu stable. On le voit bien, ça reste un élément très important pour les personnes. Et finalement, implicitement, quand on s'engage dans une organisation, on attend en retour cette sécurité existentielle. On veut se sentir validé, avoir une place, avoir une histoire, une temporalité, sentir qu'on est reconnu pour ses mérites, pouvoir se projeter aussi dans le futur, se sentir inséré et non pas exclu dans un collectif. Et quand c'est pas le cas, le contexte organisationnel ne le permet pas, finalement toutes nos angoisses existentielles peuvent se réveiller et ça va créer tout un tas de difficultés. C'est une sorte de contrat psychologique, alors, qui avait été théorisé notamment par Rousseau, psychologue des organisations, mais où j'y ajoute cette dimension existentielle de validation ontologique. C'est-à-dire que finalement, on s'engage de manière généreuse dans les organisations pour qu'en retour, on ait le sentiment d'être validé sur cette dignité d'être humain et sur le fait qu'il y a une signification à sa vie. De plus en plus, ce contrat psychologique, il est mis à mal parce que finalement, quand on regarde sociologiquement, l'individu en société a besoin de plus en plus d'être singularisé, d'être prêt pour toutes ses particularités, et en même temps, dans l'organisation, on est de plus en plus dans la standardisation, où finalement l'autonomie, la subjectivité disparaissent du désir des décideurs dans nos organisations. Donc ça crée quand même une tension assez forte entre d'un côté le désir d'individualité des personnes et puis le désir de standardisation des organisations. Alors qu'au contraire, le contrat psychologique implicite au niveau existentiel, c'est tu t'engages et en retour, je te valide par l'insertion, l'identité et la reconnaissance que je te donne. Alors c'est un enjeu, encore une fois, qui est assez inconscient. Et on repère que quand il y a des situations de crise psychosociale, souvent, il y a ces enjeux-là derrière. Alors, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas toujours de réponse. Pourquoi? Parce que les deux écoles dominantes, on va dire en psychologie du travail, en intervention psychosociale, c'est soit des approches très individuelles dans lesquelles on va être beaucoup sur la gestion du stress, sur la capacité à accompagner les comportements et les schémas de pensée des personnes, donc une approche très individuelle, psychologisante. Et de l'autre côté, on va être sur une approche plutôt conditions de travail, euh, pour laquelle on va effectivement évoquer le fait que
Si on améliore les conditions de travail globalement, les gens vont mieux. Alors, c'est jamais aussi simple. J'ai vu pas mal d'organisations dans lesquelles les conditions de travail étaient très bonnes, pourtant avec beaucoup de crises. C'était pas lié à des individus, mais à des contextes psychosociaux qui étaient complètement dégradés. C'est-à-dire qu'il y avait une rupture très profonde du contrat psychologique et ça a vu tout un tas d'impacts individuels et collectifs. Par exemple, quand je mesure des milieux de travail au niveau qualité de vie au travail, RPS, j'ai pu voir par exemple deux usines quasiment similaires, séparées parfois par 50-60 km. Une usine avec des très bonnes conditions de travail et une usine plus dure dans laquelle il n'y avait pas eu d'investissement ergonomique. Finalement, c'était dans la première usine que les gens se sentaient le plus mal. Pourquoi? Parce que la première, euh, ils travaillaient peut-être plus dur, mais il y avait un contexte plus global de l'usine qui était bon. Alors, quand je parle d'un contexte, je parle de quoi? Je parle de l'ensemble des relations passées ou présentes qui structurent en fait le vécu des individus. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu complexe. Bah, si j'arrive dans une organisation où, par exemple, il y a eu tout un tas de manque de respect, de blessures, de traumatismes organisationnels et que ça n'a pas été guéri, ça reste dans l'inconscient collectif de cette entreprise. Ça reste dans sa dynamique collective. Et une personne qui va rentrer dans l'entreprise, finalement, elle va quand même être contaminée par cet environnement. C'est lié à des relations passées, mais ça a toujours un impact sur le présent. Alors, les trois piliers d'un contexte organisationnel sain, c'est un, le fait d'avoir une temporalité, le fait de pouvoir avoir une histoire, une mémoire, un héritage psychologique, pouvoir comprendre le présent par un dialogue, pas uniquement des PowerPoint qui tombent, et pouvoir se projeter dans le futur. Ça, c'est le premier point. C'est la temporalité. L'individu fonctionne, se sentir respecté dans la temporalité. Il a besoin d'une identité narrative, comme dirait Ricoeur, philosophe français très important. Deuxième point, euh, on a besoin aussi de se sentir respecté dans ses mérites. Les mérites, c'est pas uniquement le résultat, mais c'est aussi nos dispositions et nos efforts. Est-ce qu'on a donné le meilleur pour l'organisation? Est-ce que c'est reconnu au niveau symbolique? Est-ce que c'est reconnu dans ma projection de carrière? Est-ce que c'est reconnu au niveau salarial? Et le troisième point, c'est effectivement avoir une place. Alors, une organisation qui peut être insécurisante, c'est une organisation dans laquelle les gens s'engagent. Le qui fait quoi n'est pas clair. Il y a des glissements de rôle de partout. On peut même avoir des responsabilités invisibles, des gens qui vont faire à la place d'eux, mais en plus, ça ne peut pas être dit parce que c'est pas dans l'organigramme ou parce que c'est lié à un système de loyauté. Et puis, il y a des mécanismes d'exclusion, souvent conscients ou invisibles aussi, et qui font que les personnes peuvent se sentir en insécurité là-dessus. À chaque fois que vous avez une rupture par rapport à ces trois piliers, ça va générer des dettes psychologiques, c'est-à-dire que les gens ont l'impression de s'être fait avoir parce qu'ils ont mis en jeu finalement leur dignité à travers leur engagement généreux au travail, et en retour, on leur fournit un contexte qui leur crée de l'insécurité existentielle. Ils le gardent comme une espèce de mémoire, euh, un grand livre des comptes, et plus ça s'accumule, plus ça va à la fois leur faire mal, mais aussi leur donner un sentiment de revanche, ce qui va structurer des comportements négatifs dans l'entreprise, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, où on peut avoir des dynamiques complètes de crise psychosociale, de défiance, mais aussi de sabotage, de pensée un peu paranoïaque, de, de dynamique d'exclusion entre différents sous-groupes dans l'organisation. Ça crée un climat pourri. Ça pourrit littéralement l'imaginaire et l'inconscient collectif d'une organisation d'avoir ce type de dettes qui ne sont pas traitées. Alors, avec les méthodes traditionnelles d'intervention, en fait, ça ne fonctionne que très peu dans ce contexte-là. Vous arrivez à un contexte
d'équipe ou d'organisation, vous avez plein de dettes psychologiques, de traumatismes, un passif lourd, une structuration des comportements relationnels qui est devenu complètement dysfonctionnel. Vous animez un groupe de travail de résolution de problèmes des conditions de travail, vous allez à l'échec. Vous faites des séminaires de formation de gestion du stress, vous allez à l'échec. Les méthodes classiques dans ce type de crise psychosociale ne fonctionnent pas. Je ne dis pas qu'elles sont inutiles, mais en complément, on a développé tout un tas d'interventions que j'ai appelées des interventions contextuelles intégratives parce que justement, ça sert à réguler, prévenir et réguler des contextes psychosociaux qui rentrent en crise. Et donc, l'enjeu n'est plus de se focaliser uniquement sur qui est responsable de la crise, mais comment on peut euh, trouver des solutions, redialoguer pour reconstruire un contexte de travail au sens large qui soit plus sain. Et donc, on va avoir une intervention de psychologie des organisations parce que c'est une intervention qui est autant sur des aspects émotionnels, psychologiques que organisationnels et managériaux et de dynamique de groupe, qui va permettre justement de pouvoir retrouver une solution, une situation assainie et de retrouver le dialogue. Mais ça veut dire qu'il faut que les décideurs aient, un, conscience des enjeux existentiels de leur organisation, ce qui est très peu le cas. Ils ont déjà du mal à avoir aujourd'hui conscience des enjeux psychologiques, qu'ils aient la bande passante, parce que le problème aussi, c'est qu'on a beaucoup de décideurs, y compris des DRH, qui sont en surcharge de travail, et donc c'est compliqué. Et puis, vous pouvez avoir d'ailleurs des leaders, des décideurs qui sont enfermés dans leur pouvoir et qui, du coup, font partie aussi, quelque part, de la problématique et favorisent, en fait, l'amplification de la crise. Et donc, on a besoin d'augmenter la prise de conscience de ces enjeux de psychodynamique, mais plus profondes euh, que les schémas habituels, par les acteurs du monde des organisations. Et après, on a besoin d'outiller à la fois les consultants, les intervenants et les RH, les consultants internes aussi, pour pouvoir réguler ces situations, former les managers, former les dirigeants par rapport à toutes ces questions-là, les syndicats aussi, pour aider à une augmentation de la prise de conscience et à ce qu'il y ait les bons outils par rapport à tout ça. Voilà, donc c'est des éléments que j'essaie de développer depuis plusieurs années. Il y a deux nouveautés pour 2026 qui vont apparaître. Un, j'ai finalisé un ouvrage un peu de référence chez l'Harmattan sur ces sujets et des psychologiques au travail, qui permet d'avoir une base théorique solide. Je fais aussi encore des recherches à côté des publications académiques. Ça fait partie un petit peu de l'ADN de Midori Consulting d'avoir aussi ce côté académique. Et puis, je vais commencer donc à développer une école d'intervention contextuelle intégrative pour former d'autres psychologues, consultants, DRH, managers par rapport à toutes ces thématiques et justement permettre à ce qu'il y ait un maximum de personnes qui prennent conscience, mais qui sachent aussi intervenir sur ces contextes de crise psychosociale complexe. À bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.